Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de deck, où en fait je vais construire un deck en direct. Alors le petit point habituel, bruit de fond, bruit indésirable, aujourd'hui il pleut. Voilà, samedi 17 août, il pleut un peu à Strasbourg. Voilà. Alors, le défi aujourd'hui, ça va être de faire un deck Minty-Fan solo. Un peu plus tôt dans la journée, j'ai commencé. Rien que les soutiens, je devais avoir 40 cartes. Je me suis dit que ça serait difficile pour moi de faire le deck. Du coup, je vais le faire en direct. À la fois pour me forcer à le faire assez rapidement, parce que sinon il aurait fallu que je passe, je sais pas, 1 heure plus à faire le deck et ensuite que je tourne la vidéo. Tandis que là, je vais faire du 2 en 1. Et pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais on va dire, je vais me donner un objectif de 45 minutes après montage. Pour le deck niveau 0, le deck A, allez, c'est du solo avec une chercheuse, on va pas être trop ambitieux. 30 points d'expérience maximum. Donc ça va me forcer aussi à ne pas me dire tiens cette carte, pourquoi pas je la mets, mais à réfléchir plus en amont, à être plus méthodique. Voilà. Alors Minty-Fan en solo, pourquoi elle ? Bon, c'est une chercheuse. Les chercheurs, tout le monde s'accorde pour dire que quand même c'est plus facile en duo. Ils se concentrent sur la recherche d'indices. Il y a un gardien qui s'occupe du combat. Ça fait une bonne équipe, c'est très efficace. En multi, encore une fois, ce que moi j'appelle le multi, c'est 3 ou 4 investigateurs, pas de problème. Soit le chercheur est spécialisé en indices, soit il est un peu plus polyvalent, par exemple Daisy Walker à 3 joueurs, elle fait un peu d'enquête et elle utilise aussi ses livres pour faire du soutien, soigner Mark Harrigan, donner un boost de volonté à un mystique, tutorer une carte pour l'un des 2 autres investigateurs avec son vieux grimoire. Voilà. Je crois que j'ai perdu le fil de mes pensées. Oui, Minty-Fan, pourquoi je la choisis elle en solo ? Elle est biclassée survivant, et les survivants, c'est la classe des débrouillards, c'est la classe de ceux qui sont bons en solo, c'est la classe de ceux qui tournent l'échec en réussite. Après tout, Minty-Fan, elle a 2 en combat, Wendy Adams, elle n'a qu'1 en combat, et les gens arrivent à l'utiliser en solo. Du coup, voilà, le défi, jouer Minty-Fan en solo. Donc réussir à avoir une Minty-Fan qui trouve des indices, ça c'est pas une difficulté, et qui est aussi efficace en combat. Alors, comme d'habitude, je trie par coup de cartes croissant. Je sélectionne d'abord les soutiens. La question, elle est biclassée survivante. Du coup, la première question, c'est est-ce que je la joue en cacher son jeu ou pas ? Si je la joue en cacher son jeu, j'ai déjà la base, hein. Je mets 2 fois cacher son jeu, je mets 2 fois Madame la Branche, je mets 2 fois la hache d'incendie. Minty-Fan, elle va beaucoup attribuer de cartes. Voilà, après qu'un investigateur dans votre lieu a attribué une carte à un test de compétence, la carte attribuée gagne une icône libre jusqu'à la fin du test, limite d'1 fois par round pour chaque investigateur. Signe des anciens, +1, vous avez le droit de choisir une carte compétence attribuée à ce test de compétence pour la renvoyer dans la main de son propriétaire à la fin du test. Donc, on veut attribuer au moins 1 fois par round, on attribue une carte de compétence à un test, même probablement plus fréquemment. Et il faut qu'une partie soit des compétences pour tirer à profit le signe des anciens. Les compétences, ça coûte rien. Maintenant, il y a les événements. Les événements qui coûtent cher, il y a quoi ? Il y a habile diversion. Ça concerne tous les ennemis dans le lieu, c'est du solo, il n'y aura pas plein d'ennemis dans le lieu. Établir des connexions. Découvrez 2 indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure à votre lieu, à celle de votre lieu. C'est du solo. Je vais pas parcourir tous les lieux et finalement me dire mince, j'ai laissé un lieu avec des indices derrière. Établir des connexions, c'est bien en duo. Le gardien révèle un lieu, l'enquêteur les récupère à distance. C'est bien en multi. Tout le monde se disperse. Mais en solo, je vais pas le prendre. Donc encore un événement cher que j'exclus. Guet-apens. Vaincre un ennemi non élite à l'évasion, elle part avec 2. Je pense pas que je vais chercher à la renforcer en évasion, donc je le prends pas.
Alors là, par contre, j'ai un plan. Il m'en faudra. Suivre son intuition, je ne pense pas. Elle a une intelligence de 4 de base, ça sera un petit peu boosté. Dépenser des sous et des cartes pour de l'enquête sans test, non. Retourner chaque pierre, tutorer, non. Raisonnement logique, les horreurs. Elle a 7 de santé mentale, donc je vais dire non. Persuasion, test d'intelligence 3, augmenter du nombre d'horreurs de l'ennemi pour mélanger l'ennemi dans le deck, ou lui échapper si c'est un ennemi élite. Ça fera quand même des tests avec une difficulté de 4, voire de 5. Ouais, plus probablement de 5. Je sais pas, si je pense que je vais en prendre. Donc là on a déjà 2 j'ai un plan, 2 persuasion. Persévérance, pour éviter d'être vaincu, ça peut servir. De la fiction à la réalité, ça en général je le prends si j'utilise Glyph archaïque. Avoir, croquis absurde, de la pioche, elle en aura bien besoin. Donc à ce stade-là, moi je dirais que j'en conclus, Minty-Fan, je la mets pas en cacher son jeu. Je vais vouloir des ressources. Donc voilà, je reviens au soutien. Maintenant je sais que j'ai pas à me soucier de cacher son jeu. J'ai pas à me soucier de Madame Labranche. Et du coup probablement je prendrai autre chose que la hache d'incendie. Donc on parcourt dans l'ordre. Nécessaire à empreinte digitale, ça occupe un emplacement de main, ça a que 3 provisions, ça coûte 4. Ça permet de découvrir les indices 2 par 2. Je suis en solo, je pars du principe que j'aurai pas fréquemment à trouver les indices 2 par 2. Docteur Milan Christopher, je vais pas faire tant d'enquêtes que ça, je vais enquêter la plupart du temps 1 fois ou 2 fois dans un lieu, je le prends pas. Whisky du Tennessee, elle a une bonne volonté. Du combat plus 3 force, mais pas de bonus en dégâts, je le prends pas. Vieux grimoire, tutoré, je vais pas tutorer, je vais piocher. Totem macabre. Alors le totem macabre de niveau 0, je ne le trouve pas fantastique. C'est un petit peu, c'est un peu de l'overkill avec Minty-Fan. Dans la mesure où, une fois par round, je vais rajouter une icône à une carte attribuée. Chaque round, ou presque, je pense que je fais une action de déplacement. Donc, il me reste 2 actions avec des tests, plus éventuellement le test de la phase de mythe. Avec sa capacité, j'ai le droit déjà à un bonus d'icône pour tous les 3 tests. Avec le totem macabre, ça fait 2 sur 3. Bon. Mais moi, le totem macabre, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les améliorations. Alors, j'aimerais bien pouvoir mettre l'amélioration survivant, qui permet, si le test échoue, de renvoyer dans la main la carte attribuée. C'est vraiment très bien. Comme ça, on se dit pas mince, si je rate, j'ai gâché une compétence. Non. On attribue la compétence quand même, si on rate, on la récupère. Sauf que c'est niveau 3 Minty-Fan, elle n'y a pas accès. Mais on a aussi le niveau 3 chercheur. Le niveau 3 chercheur, il dit, si vous réussissez, vous piochez une carte. Donc survivant, comme souvent, c'est la mitigation de l'échec. Vous avez échoué, vous avez utilisé une action pour rien, mais au moins vous gardez la carte. Chercheur, c'est vous avez dépensé une carte compétence, vous piochez, si tout se passe bien, vous piochez la compétence, ou en tout cas la carte que vous attribuerez au prochain test. Donc pour le coup, le totem macabre, je vais le prendre. Et encore une fois, probablement là, j'essaie de me limiter, mais quand même, en général, j'arrive toujours à minimum 40 cartes, et ensuite je dois réduire à 30. Peter Sylvestre, il encaissera les horreurs. Il sera bien nécessaire. Un petit bonus d'agilité, ça va pas faire des miracles, parce que ça fait passer Minty-Fan de 2 à 3, mais c'est pas négligeable. Alors Mr. Rook, c'est tentant. Parce que on tutore une carte parmi 3, 6 ou 9 cartes. Et ça, 3 reprises sur la partie. Par contre, si on pioche une faiblesse, on la pioche également. Donc là, je vais avoir un deck qui sera basé sur l'idée que Minty-Fan, elle aura des cartes attribuées à toutes les situations. Je vais peut-être lui mettre quelques compétences désespérées. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est une action rapide, Mr. Rook. À un moment donné, je me dis là, il faut vraiment un gros boost d'agilité. J'utilise Mr. Rook pour aller chercher ma compétence, sauf qu'il peut, je peux attribuer plus 4. J'utilise la compétence de mine, ça fait plus 5 en agilité. 2 de base, plus 1 pour Peter Sylvestre, plus 1 pour la compétence
que j'attribue, elle a une agilité de 8. Voilà. Il y a le problème des faiblesses. Ça, il faudra y songer. Mais pour le moment, je le mets, Mr. Rook. Enfin, Mister, j'ai l'habitude. Monsieur Rook en français, donc. Imperméable, non. Petit bonus de santé, c'est bien. Bonus lors de tentative d'évasion, c'est bien. Mais ça coûte cher. Eli Horowitz, je pense pas avoir beaucoup de reliques. Donc non. Dans Deathly, le bonus en volonté, c'est pas la peine. Le bonus en agilité, on comptera sur Peter Sylvestre. Je pense qu'on comptera sur les analgésiques pour compenser la perte de santé si on rate les tests d'agilité, donc non. Alors le couperet, ça, c'est intéressant. C'est une arme, et quand même, Minty Fan, elle va avoir besoin d'une arme. Ça n'occupe qu'une main. Ça donne un bonus de +1, voire +2, si on a une santé mentale faible. On peut infliger 2 dégâts, on peut soigner en horreur, et on peut aussi dépenser des horreurs pour rendre l'attaque plus efficace. Je pense que ça sera son arme principale, donc on en met 2. Chaussures de course, non, je vais pas viser l'évasion. Cacher son jeu, je vais pas viser l'évasion, d'autant plus que Minty Fan, en chercheur, elle aura la possibilité d'utiliser raccourci, et plus tard d'utiliser éclaireur. Alors, éclaireur, ça marche pas quand on est engagé, mais si on est poursuivi par un chasseur, éclaireur, ça permet de se déplacer plus rapidement et donc de mettre de la distance avec le chasseur. Cacher son jeu, on avait dit je l'utilise pas. Travail de terrain, c'est tentant. Parce que, après vous êtes déplacé vers un lieu, si ce lieu a au moins un indice sur lui, je joue en solo. Quand j'entre dans un lieu, soit c'est un lieu sans indice, soit il y a un indice. Vu que je suis le seul investigateur, je suis le premier à entrer dans le lieu. Donc c'est tentant. Alors là, je suis bien conscient que j'ai déjà trop de soutien. J'en suis à... Voilà, j'ai déjà 10 cartes. Ça fait trop, mais bon, on réduira plus tard. Se surpasser, non. Sac à dos, non. Pelle de fossoyeur, non. Ouvrages médicaux, non. C'est de la perte de temps, en solo en tout cas, dans ces conditions-là. Maître Charles Rose, je suis en solo. Madame Labranche, je joue pas cacher son jeu. Lanterne, non. Les enquêtes, je les fais moi-même. Lampe torche, pareil. Coucouris, non. Hyperconscience. Alors, hyperconscience, je vais en mettre 1. La carte ne m'intéresse pas, a priori. Mais je mets ça comme placeholder, comme... comment dire ? Je réserve l'espace, on va dire, je réserve l'espace pour la carte acculée. Probablement, on verra plus tard. Donc la carte acculée, vous défaussez une carte de votre main pour vous donner +2. C'est intéressant. Et si j'ai de l'espace, je mettrai dans ce deck 2 voire 4 cartes improvisées. Des cartes qu'on a envie d'avoir dans la défausse plutôt que dans la main. Des cartes qui pour moi sont géniales pour approvisionner acculé. Étudiante en art, non, j'ai pas besoin de découvrir automatiquement les indices. Je les trouve en cherchant, en réussissant mes tests. Documentaliste, non. Batte de baseball, j'ai mon arme. Assistante de laboratoire, alors là, c'est intéressant. Parce que je pioche des cartes, donc j'ai plus de chances d'avoir la compétence qu'il me faut. Encore une fois, dans le deck, il y aura peut-être seulement 2 cartes de compétences qui me donneront un bonus significatif d'agilité. Et il faudra que je les trouve. Appareil photo à souffler, j'aime beaucoup le principe de cette carte, j'ai du mal à la rentrer dans les decks. Sauf que là, ça booste 2 caractéristiques que j'ai déjà à 4. La volonté, je ne vais pas l'utiliser particulièrement, uniquement pour le deck rencontre. L'intelligence, ouais, le +1 de santé mentale, je cherche pas vraiment. D'abord parce que pour utiliser le couperet à son maximum, il faudra que je descende en santé mentale. Et ensuite parce que j'aurai Peter Sylvestre pour encaisser. Tenue élégante, non. Alors oui, tiens, je vais le mettre tout de suite. Minty Fan, c'est du solo, 0 XP et campagne. Eh ben, je ne sais pas. Si c'était la route de Carcosa, je mettrais une copie de la tenue élégante. Là, je n'en sais rien. Récup. Choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Sur le principe, avec Minty Fan, je trouve ça intéressant. Parce que on peut attribuer une carte qui a le trait objet. Ensuite, on réussit on réussit de 2 ou plus une enquête. Et grâce à Récup, on récupère l'objet en main et ensuite on peut le réattribuer. Sauf que là, concrètement,
qu'est-ce que j'ai comme objet pour le moment? J'ai 2 fois le couperet, j'ai 2 fois le totem macabre. Je vais en avoir un exemplaire de chaque en jeu, ça veut dire que j'aurai 2 cartes sur l'ensemble du deck à récupérer depuis ma défausse. À moins, évidemment, par exemple, je joue Carcosa, je tombe sur la carte Traîtrise Corrosion, je suis obligé de défausser l'unique couperet que j'ai, ou alors je défausse le couperet que j'ai en jeu, sachant que j'ai déjà défaussé l'autre, et là, effectivement, j'aimerais bien le récupérer. Mais bon. À noter aussi, à propos de cartes à récupérer, avec 2 assistantes de laboratoire, avec quelles compétences qui font piocher quand le test est réussi, les compétences de la boîte de base, avec le totem macabre chercheur de niveau 3, et peut-être avec la carte croquis absurde aussi, si j'ai la place, c'est un deck qui piochera beaucoup. Et aussi maintenant le permanent de la boîte, alors je me souviens plus, enfin la boîte, le pack, c'est un pack de la campagne, le cercle brisé. Il y a un permanent qui vous dit que vous commencez la partie avec une carte en main en plus. Pareil, s'il y a la place dans le deck, j'en mettrai 2. Du coup, je commencerai la partie avec un deck plus fin. Donc, tout ça pour dire, si à un moment donné je me retrouve avec les 2 couperets dans la défausse, eh ben je compte bien les en repiocher au moins. Donc, où j'en étais? Tenue élégante non, récup non, pipe non. On a dit que je voulais analgésique. Patte de lapin non. Je veux pas échouer, je veux réussir. Parchemin des secrets, j'aime bien le concept. Mais là, je vais me dire que je suis en solo, j'ai pas le temps de regarder ce qui arrive. Je pense que ça peut être intéressant en combinaison avec Monsieur Rook dans d'autres decks en duo ou en multi, parce que le parchemin des secrets, vous regardez les cartes qu'il y a dessous, enfin, je veux dire le parchemin des secrets niveau 3. Je vous dis l'effet de mémoire, mais vous regardez les 3 cartes du dessous, vous pouvez choisir d'en défausser une, vous pouvez choisir d'en mettre une sur le dessus du deck, et vous remettez le reste, donc une à 3 cartes, sous votre pioche. Oui, pardon. Je pensais que l'enregistrement avait bugué. Oui, donc ce qui reste, une à 3 cartes, vous le remettez sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Concrètement, ça veut dire que avec le parchemin des secrets de niveau 3, chercheur, vous pouvez essayer de retrouver les faiblesses qu'il y a dans votre deck. Enfin, d'abord, vous regardez les 3 cartes qu'il y a sous votre deck et vous avez la possibilité d'en mettre une dessus. Dans ce cas-là, vous utilisez Monsieur Rook, vous l'utilisez sur 3 cartes, vous savez que dans les 3 cartes, il y a celle que vous voulez, vu que vous venez de la mettre au-dessus. Et en ne regardant que sur 3 cartes, vous risquez moins de piocher une faiblesse. L'autre effet intéressant, c'est que si dans les 3 cartes il y a une faiblesse, vous la mettez dans votre défausse. Et vous ne vous posez plus de questions, est-ce que je vais piocher ma faiblesse? Non, vous savez qu'elle est dans votre défausse. Mais le problème, c'est que là, je suis en solo. Les combats risquent d'être difficiles et longs, parce que Minty Fan de base, elle est pas calibrée pour ça, du coup, je pense que ça serait de la perte de temps. Loop, c'est un grand classique, j'en mets 2. Journal, j'ai de quoi investiguer. Hache d'incendie, j'ai notre arme. Étrange solution. Alors bon, là, attention, divulgachage. Ah oui, tiens, totem macabre, oui. Attention, divulgachage sur les cartes qui sont non identifiées, non traduites. L'étrange solution, si je fais un chercheur solo que je veux du combat, comme étrange solution identifiée, je prends le fiel acide. Voilà. 3 provisions, dépenser une provision, combattre. Vous attaquez avec une compétence de force, avec une force de base de 6. Cette attaque inflige plus de dégâts. Donc normalement, vous réussissez 3 attaques. 3 attaques qui font chacune 3 dégâts. Donc une étrange solution identifiée, normalement c'est 3 ennemis assez standards éliminés. C'est vraiment tentant, mais je commence encore une fois à avoir trop de soutien. Du coup, je pense que je vais faire l'impasse. Dr William Temelson, placer les indices sur le lieu pour annuler la pioche de la carte et en piocher une nouvelle. Ouais. En plus, j'ai déjà 3 alliés différents. Couteau, non. Chat errant, non. Analgésique, oui, je vais en mettre 1. Précieux souvenir, non. Partir perdant, je pars gagnant. Manteau de cuir, non. Glyphe archaïque, même remarque que pour l'étrange solution. Éventuellement, celle qui m'intéresserait, ça serait les... Tiens, ils me l'ont mis au pluriel, c'est bizarre.
L'annonciateur de prophétie. Dépensez une charge enquêtée. En cas de réussite, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un ennemi engagé. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je fais mon enquête comme s'il n'y avait pas d'ennemi. Si je réussis l'enquête, ce qui normalement ne devrait pas poser trop de problèmes, j'échappe à l'ennemi. Il peut être élite. Pas d'attaque d'opportunité, ça marche 3 fois. La solution étrange, le fiel acide, il fallait, si mettons je dois aller dans un lieu qui a un ennemi, il faut que j'entre dans le lieu, que j'attaque l'ennemi, que je réussisse mon combat, bon avec une valeur de base de 6 ça va, et ensuite que je fasse l'enquête. Avec ces glyphes-là, j'entre dans le lieu, l'ennemi m'engage, je fais mon enquête, si je réussis l'enquête, j'ai l'indice, j'ai échappé à l'ennemi, maintenant je peux ressortir du lieu, pas de problème d'attaque d'opportunité. Donc là, c'est vraiment tentant. Allez, j'en mets une, mais je suis sûr que ça tiendra pas. Analyse astucieuse, ici, ça sert à rien. Donc on est déjà à 17 cartes sur 30. Encore une fois, je suis bien conscient que c'est beaucoup trop, il faudra réduire. Je pense que Monsieur Rook sera le premier à partir. Les événements, donc on a déjà passé en revue les premiers, on avait dit j'ai un plan. Il en faudra... Allez, disons il en faudra un. Le couperet, j'en ai 2. Le couperet, il me servira à tuer les ennemis avec 1 point de vie, 2 points de vie, les petits ennemis. Éventuellement 3 points de vie, je fais 2 attaques. Sachant que Peter Sylvestre peut éventuellement m'aider à m'échapper. Donc, si j'ai un ennemi qui a mettons un rat, ça a 1 de combat, un rat. Donc, j'utilise le couperet. J'attaque à 3 contre 1. Si ma santé mentale a bien baissé, j'attaque à 4 contre 1. Encore une fois, j'ai des compétences à attribuer ou des cartes autres. Oui, j'ai réfléchi. Donc j'attaque le rat à 4 contre 1, bon ça va. Éventuellement je rate, c'est pas gênant. Je fais une deuxième attaque. C'est pas trop gênant. Si j'ai un ennemi qui a 1 ou 2 d'évasion, moi j'ai 3 grâce à Peter Sylvestre. Je défausse une compétence. Si j'ai hyper conscience, je dépense une ressource pour me donner un petit bonus. Si j'entre dans le lieu qui a un indice, grâce à travail de terrain, je suis même carrément déjà à 4-5. Pour peu que j'ai une compétence avec des icônes libres ou des icônes d'agilité, j'échappe à l'ennemi. Si l'ennemi n'est pas chasseur mais que c'est dur de lui échapper, j'ai glyphe archaïque. Évidemment, à chaque fois je dis j'ai telle carte, encore faut-il l'avoir, mais bon. Je vois le type de solution adaptée à chaque ennemi. Donc, j'ai un plan. 1 plus x dégâts, x étant le nombre d'indices qu'on possède, x est égal au maximum à 3. Donc j'ai un plan, s'inflige de 1 à 4 dégâts et vous combattez avec l'intelligence. 4 de base, un soutien qui vous permet de booster votre intelligence, des compétences dans la main pour booster votre intelligence. Voilà. J'ai un plan quand même, vous n'êtes jamais à l'abri de l'échec automatique, vous n'êtes jamais à l'abri du -x, x étant égal au nombre d'horreurs sur vous, et vous avez encaissé 5 horreurs depuis le début de la partie, mais quand même j'ai un plan, ça peut tuer un ennemi à 4 points de vie. Donc je pense qu'1 ça suffit. J'ai essayé de réfléchir, alors je veux pas trop divulgacher, mais tiens par exemple le prêtre ghoul de la boîte de base, je crois qu'il a 5 points de vie par investigateur. Moi, si j'ai stocké des indices, si j'ai 3 indices sur moi, j'ai un plan, ça fait 4 dégâts. Même si j'ai que 2 indices, j'ai un plan, ça fait 3 dégâts. Ensuite, j'attaque au coup près, je m'inflige un dégât, une horreur que je mets sur Peter Sylvestre, et je fais mon attaque. Donc un seul, ça devrait suffire. On en était, persévérance, pareil, j'en mets une, je pense pas qu'elle restera bien longtemps. Oups, non. La fiction à la réalité, 2 secrets sur un soutien que vous contrôlez. Eh bien, j'ai glyphe archaïque et il faut mettre 3 secrets dessus. Chaque fois qu'on veut mettre un secret, il faut une action et défausser une carte qui a un icône d'intelligence. Là, je P2, je mets 2 secrets. J'ai rien d'autre à défausser. Et si je fais une enquête difficile, tiens par exemple si je joue, j'ai un plan pour attaquer un ennemi, je l'attribue au test. 2 icônes, c'est pas mal. Croquis absurde, allez, piocher des cartes. Et là normalement, idéalement, j'en mets quasiment plus.
Coup de bol. Non, encore une fois, je vais pas jouer dans ce deck les cartes. Si vous avez raté, vous avez tel truc en compensation. Ça non plus. Une rencontre fortuite. Non, je pars du principe que quand je défausse un investigateur, j'ai au moins aussi bien à mettre à la place. Révéler les anciens. Ah oui, là j'avais dit dans une vidéo précédente, faudrait que moi-même je regarde ma vidéo. Il y a une super combo pour enquêter. Oui, si vous avez la loupe de niveau 1, vous faites une enquête, la difficulté est de 0. Voilà, c'est ça. Oui, la combo avec révéler les anciens, c'est que vous êtes dans un lieu avec une valeur occulte élevée. Vous avez dans la main une loupe de niveau 1. Vous dites « je fais une enquête ». Vous choisissez la loupe qui est dans votre main. Elle est de niveau 0, donc la difficulté du test est de 0. Vous attribuez à votre test déduction. Vous faites votre test contre une difficulté de 0. Si vous piochez pas l'échec automatique, vous réussissez. Au lieu de découvrir des indices, vous mettez en jeu le soutien. Donc la loupe de niveau 1. C'est pas une relique, donc vous piochez pas. Par contre, grâce à déduction, vous gagnez un indice du lieu. Si vous êtes dans un lieu avec une valeur occulte de 6, et ben voilà, vous avez payé 1, vous avez attribué déduction, vous avez mis en jeu la loupe, ça vous en foutez parce que ça coûte 0, que c'est une action rapide de le jouer, mais vous avez récupéré, avec un test quasiment inratable, un indice sur un lieu à valeur occulte de 6. Ouais, la combo est tentante, mais là je vais pas le faire parce que en multi, tenez, mettons un multi, Roland Banks, non c'est même pas un bon exemple. Bon, peu importe. Allez, si disons Roland Banks, Daisy Walker, Roland entre dans un lieu. Valeur occulte, 6. Il y a 2 indices dans le lieu. Roland, il va pas réussir à enquêter dans le lieu. Alors éventuellement, il va chercher des méthodes autres. Tuer un ennemi dans le lieu, utiliser sa compétence spéciale pour récupérer un indice, jouer preuve, récupérer le deuxième indice. Ou alors, il utilise en chasse pour faire apparaître un ennemi dans le lieu, il joue scène de crime. Et il a les 2 indices, maintenant il s'occupe de l'ennemi. Et s'il tue l'ennemi, il a la possibilité de récupérer un 3e indice s'il y en a un, et éventuellement de jouer preuve pour récupérer le 4e indice s'il y en a un. Donc en multi, voilà, Roland Banks, il entre dans le lieu, il dit « Ah, il y a 2 indices, le lieu a une valeur occulte de 6, je peux pas m'en charger en faisant des enquêtes. » Eh ben, le joueur qui joue Daisy Walker, il peut dire « Il n'y a pas de problème, moi je suis dans un lieu, il n'y a plus d'indices, je renvoie ma loupe de niveau 1 dans la main, j'entre dans le lieu et je fais ma combo avec révéler les anciens. » En solo, moi j'entre dans le lieu, je constate qu'il a une valeur occulte de 6 et que je dois récupérer 1 ou 2 indices dedans. Comme il y a un indice, je ne peux pas remonter ma loupe de niveau 1 dans la main. Je ne vais pas ressortir du lieu parce que sinon je ressors et ensuite je re-rentre, je perds du temps. Donc non, moi je découvre la difficulté de test dans les lieux au moment où j'entre dans les lieux. Donc bonne combo en duo ou en multi, mais là non. Position avantageuse. Jusqu'à la fin du tour, le lieu perd 1 de valeur occulte, vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel lieu vers ce lieu. On revient sur l'idée que j'ai dû indiquer quand j'ai fait le déballage de cette boîte. En multi, il y a un investigateur qui révèle un lieu dans lequel c'est dur d'enquêter. Il y a le chercheur qui entre dans un lieu et qui dit au gardien « Tiens, file-moi un indice de ton lieu, je le déplace vers mon lieu. » En solo, non. Si je quitte un lieu, soit j'avais intérêt à récupérer les indices et il n'en reste plus, soit j'avais pas intérêt à récupérer les indices et j'ai toujours pas intérêt à récupérer les indices. Même si dans mon deck j'ai un plan qui nécessite que j'ai beaucoup d'indices pour faire une attaque puissante, je suis sorti du lieu, j'ai laissé des indices, ben voilà, j'ai laissé des indices. Autre remarque, Roland Banks par exemple, ou même d'autres investigateurs qui ont chercheurs en classe principale ou secondaire, ils peuvent jouer études sommaires. Je dis des bêtises. Oui, l'idée c'est que Roland Banks, il combat mieux quand il y a un indice dans son lieu. Donc Roland Banks, moi éventuellement, je suis tenté des fois de le jouer. Quand c'est facile de récupérer les indices, il les récupère. Et de temps en temps, quand c'est un lieu qui n'apporte pas de points de victoire, quand il a assez d'indices, il sème les indices pour que son prochain combat soit plus facile. Avec études sommaires, voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous jouez études sommaires, vous lâchez un indice sur votre lieu pour vous donner un bonus,
Et ensuite, Roland Banks, grâce à son pistolet spécial, il combat avec une force plus élevée. Quand il a vaincu son ennemi, il récupère l'indice. C'est voilà. Là, toujours la même idée. En solo, je vais au plus court. Je me casse pas la tête, prendre l'indice, déposer l'indice, prendre l'indice, déposer l'indice. Non. Planche anatomique, non. Et puis, santé mentale restante d'au moins 5. Pour être au maximum d'efficacité au combat, il faut que j'ai une santé mentale restante de 3. Ça combine pas bien. Après avoir réussi à échapper à un ennemi, avec une différence de 2 ou plus, faut pas y compter. Le pouvoir de l'esprit, j'ai de quoi faire du combat. Frapper au filet, c'est tentant, mais vous gagnez plus X en force et plus X en agilité, X étant le nombre d'horreurs sur vous. Encore une fois, je joue le coup près, donc je vais essayer d'être à 4 d'horreur pour les combats importants. Voyons voir. Un bonus de 4, non, je pense pas. C'est un aussi gros bonus, si j'en ai besoin, je me le donne via les compétences et j'en aurai besoin qu'une ou 2 fois par partie. Faire avec les moyens du bord, 2 indices d'un coup, moins 1 de valeur occulte. Ouais, pareil, on va essayer d'en mettre 2. Chercher des réponses, découvre un indice dans un lieu connexe. Les lieux connexes à mon lieu, il n'y a plus d'indices, ou alors j'ai pas besoin des indices qu'il y a. Chanceux, non. J'essaie de pas échouer, point. Cachette non plus, barrière improvisée, non. Je vais pas essayer d'échapper particulièrement souvent. Si je veux échapper, j'ai déjà mes autres bonus. Compétences, Peter Sylvestre, travail de terrain. Et en solo, j'aurais pas échappé à plusieurs ennemis à la fois. Arme improvisée, allez on tente. Pour le combat contre les rats, pas, non, raccourci, il m'en faut 2. Planque, j'en mets pas. Élucider l'affaire, j'en mets à la place de planque. Conseil, ça sert à rien, je suis en solo. Barricade, non plus. Apprendre de ses erreurs, je vais essayer de pas rater. Action désespérée, non. Et vous voyez que là, j'ai un problème. Parce que j'ai déjà 30 cartes. Ça veut dire que je n'ai plus le droit de rajouter des cartes. Et j'ai déjà... je n'ai encore aucune compétence. Et, petite remarque, oui, je vous disais, je fais la vidéo en live. Enfin, quand je dis en live, je le fais pendant l'enregistrement pour être plus raisonnable. J'ai fait un effort pour être raisonnable sur mes choix de cartes. Et vous voyez, je suis déjà à 30 cartes alors que j'espérais mettre, je sais pas, une dizaine, une douzaine de compétences. Imaginez si je m'étais laissé aller hors enregistrement. Bon. Alors là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre les compétences, puis je verrai combien de cartes il faut retirer. Pas sans combattre. Pour chaque ennemi engagé avec vous, il y en aura maximum 1, on oublie. Attaque inconsidérée, c'est intéressant, mais il faut que je descende à 3 de santé mentale ou moins. Donc c'est conditionnel, pas pour le moment. Coup étourdissant, réussir une attaque pour réussir une évasion. Pour réussir automatiquement une évasion. Autant réussir l'évasion. M'intéresse pas. Courage inattendu, 2 icônes libres, 3 avec la capacité de Minty Fan, mais rien de plus, ça m'intéresse pas. Cran, non je prends pas. Curiosité, tant que vous avez au moins 4 cartes en main, curiosité gagne plus un icône de chaque, 7 cartes en main, plus 2 icônes de chaque à la place. J'essaierai d'avoir plein de cartes en main. Donc là c'est une carte qui me donne 2 icônes de volonté, 2 icônes d'intelligence, j'en prends 2. Déduction, un indice supplémentaire. Paradoxalement, je suis partagé. Encore une fois, en solo, tiens, pour une fois, je vais faire ça. D'habitude, je le fais pas. Je vais regarder, alors encore une fois, pour pas avoir de spoiler, je prends de divulgachage, je prends la boîte de base, voilà. On va regarder un petit peu les lieux de la boîte de base. Voilà, boîte de base, boîte de base, boîte de base. Lieu, voilà, que ça soit bien visible. L'étude, 2 par investigateur, donc 2, mais valeur occulte 2. Comment s'appelle Hallway ? Vestibule, il n'y en a pas. Le grenier, il y en a 2, mais une valeur occulte de 1. Le cellier, il y en a 2, valeur occulte de 4. Alors là, ça sera peut-être un peu dur. Le salon, il n'y en a pas. Ok. Ah mince, j'étais au bon endroit. On va voir maintenant scénario 2. Alors, scénario 2, maison, tac, 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 tac. Tiens, au passage, je crois que le filtre anti-pop, ça sert justement à ça, pour que ça soit pas trop désagréable. Alors, la maison, il y en a 1, valeur occulte 2. Quartier de la rivière, il y en a 1, valeur occulte 1. Quartier sud,
il y en a un. Haute quartier sud, il y en a un. L'hôpital, il y en a un. L'université, il y en a 2, valeur occulte 4. Ok, là c'est dur. Centre-ville, il y en a un. Ah tiens, l'autre version du centre-ville, il y en a 2. Et valeur occulte 4. Le quartier est, il n'y en a qu'un. Le cimetière, il y en a 2, mais valeur occulte 1. Quartier nord, il y en a 2, valeur occulte 3. Donc là, on est à 2 lieux qui sont difficiles parce qu'il y a 2 indices et valeur occulte 4. Sachant qu'il y a un des 2 lieux, je crois que c'est le quartier... C'est le centre-ville. Il y en a un des 2, c'est 3-1. Il y en a un autre, c'est 4-2. Passons maintenant au... Alors le troisième scénario, c'est particulier parce que on enquête avec différentes choses, voilà. Donc les bois, 4-1. Les autres bois, 3-1. Ok. Les autres bois, 2-1, mais il faut enquêter à la volonté. Vous en foutez, vous avez une bonne volonté. 2-1, vous enquêtez à l'agilité. Ah bah vous avez Peter Sylvestre, et puis vous utiliserez vos cartes compétences. Et vous avez le travail de terrain, et plus tard, enfin, au début vous avez, comment s'appelle la carte ? Hyperconscience. Plus tard vous aurez acculé. Voilà. Là on est sur du 2-1, vous utilisez la force, même remarque, vous utilisez vos compétences. Et tout ce qui vous donne des bonus au test, peu importe la compétence utilisée. 1, 0, ok. 3, 2. Donc encore une fois, allez, éventuellement je fais un dernier essai. L'héritage de Dunwich. Voyons voir lieu. Allez, on va faire activité extracurriculaire. Donc là on est sur du 3-0, 3-2, 3-1, 1-2, 1-3, 4-1, 2-2, 2-0 en fonction de l'heure à laquelle vous arrivez. Ah oui, je ne l'ai pas dit évidemment, divulgachage. Mais de toute façon, je pense pas que vous ayez le temps de lire attentivement les cartes, de les reconnaître. 2-1, 5-0, voilà. Donc là, il n'y a pas de lieu qui nécessite... comment ça s'appelle déjà, déduction. Du coup, paradoxalement, déduction, je l'oublie. Dégourdi. Choisissez dans votre pile de défausse une carte survivant autre que dégourdi. Qu'est-ce que ça peut être ? Le couperet, j'en ai besoin que d'un. À moins que je sois obligé de défausser le deuxième, ça devra aller. Totem macabre, une fois que j'en ai en jeu, ça va. Peter Sylvestre. Ouais, s'il meurt. Arme improvisée, ça me gêne pas que ça soit dans ma défausse, au contraire. Faire avec les moyens du bord, pareil. Persévérance. L'idée, c'est de ne pas l'utiliser plus d'une fois par partie. Donc là, dégourdi, en l'état, vous remplacez une carte survivante par Peter Sylvestre. Donc c'est pas très intéressant. Dernière chance, je veux avoir plein de cartes en main. Dextérité, Dextérité, je vais en prendre 2. Si j'y arrive. En pleine forme, voilà. 2 soutiens objet ou moins. Et moi je veux le couperet, éventuellement je veux les glyphes archaïques, ou la loupe, en tout cas j'ai un objet dans chaque main. Et j'ai aussi le totem macabre. Donc si je suis bien installé, ça marche pas. Esprit curieux uniquement si y a un indice dans votre lieu. Là j'hésite. 3 icônes libres. Avec la capacité de Mintifan, ça peut être 4, c'est très bien. Encore une fois, ce sont des icônes libres. Mais il y a toujours le risque. Est-ce que quand je voudrais l'utiliser, il y aura un indice dans mon lieu ? Mettons comme dernière action, je récupère l'indice du lieu. Je finis mon tour. Phase de mythe, j'ai un gros test d'agilité à faire. Et là, je ne peux pas utiliser Esprit Curieux parce qu'il n'y a pas d'indice dans le lieu. Donc, je vais laisser de côté. Eureka, c'est pour tutorer, on a dit, je vais pas vouloir trop tutorer. Faites vos prières, j'ai déjà de la volonté. Gardez courage, je ne veux pas échouer. Instinct de survie. Alors là, je vais vérifier l'AVO parce que il me semble qu'il y avait eu une erreur, je ne sais pas si ça a été pris en compte. Si ce test de compétence est réussi lors d'une tentative d'évasion, l'investigateur peut immédiatement se désengager de chaque autre ennemi engagé avec lui et se déplacer vers un lieu connexe. Si vous réussissez une tentative d'évasion, vous avez échappé à un ennemi. En solo, il y aura rarement plusieurs ennemis dans le lieu. Donc non. Maîtrise du combat pour piocher une carte. Ouais. Perception.
recherche désespérée, non. Allez, je vais mettre 2 perceptions. Réelle compréhension, attribué uniquement à un test de compétence d'une capacité imprimée sur une carte scénario. Donc les cartes scénario, c'est tout sauf les cartes joueurs. En cas de réussite, découvre un indice dans votre lieu. Donc là, l'utilisation typique, c'est phase de mythe. Je pioche ma carte rencontre, ça me dit faites un test de volonté 4. J'ai 4 de base. J'attribue réelle compréhension. Grâce à ma capacité, je lui rajoute un autre icône libre. Éventuellement, si le résultat négatif me déplaît beaucoup, j'utilise totem macabre, je rajoute un autre icône libre. Je fais un test à 7 contre 4. J'ai réussi, je découvre l'indice de mon lieu. Alors, l'aspect intéressant, c'est que c'est un icône libre. Donc, je vais en prendre 2. Sauf qu'il peut... Alors, il faut que j'ai encaissé beaucoup d'horreur pour réussir à m'échapper efficacement. Et ben, si je veux m'échapper, c'est peut-être parce que je suis engagé avec un ennemi qui m'a infligé beaucoup d'horreur. Donc, il y a une certaine cohérence, je vais le prendre. Se montrer à la hauteur... je vais y arriver. Attribué uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure de -2 à votre valeur de compétence de base, pour ajouter 3, 4 avec la caractéristique de mine. Alors là concrètement, ça sert pour les tests pour lesquels mine n'est pas bonne, donc pour le combat et l'agilité. Enfin le combat et l'évasion. Ou des tests de force et d'agilité autrement dit. Elle a 2 de base. Elle va avoir, pour l'agilité, elle va avoir Peter Sylvestre qui lui donne +1, ça lui fait 3, mais toujours 2 de base. Donc un test qui aurait une difficulté de 4, elle a 3 contre 4, elle joue ça, ça lui fait 6 contre 4, la possibilité à passer à 7 contre 4. C'est intéressant, mais pour seulement 2 tests différents. Il y a aussi autre chose à considérer, dont je n'ai pas encore parlé, la faiblesse de base. Donc je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Le roi en jaune. Révélation, mettez le roi en jaune en jeu dans votre zone de menace. Il ne peut pas quitter le jeu excepté par la capacité réaction ci-dessous. Vous ne pouvez pas attribuer exactement 1 ou 2 cartes à un test de compétence, donc vous devez en attribuer 3 ou plus. Réaction, après la réussite d'un test de compétence auquel Minty-Fan a attribué au moins 6 icônes de compétences correspondant à ce test, défaussez le roi en jaune. Donc première remarque, pour me débarrasser du roi en jaune, il faudra que j'attribue 3 cartes de compétences. Donc il faudra qu'à tout moment, j'ai en main 3 cartes de compétences qui au total fassent 6 icônes, sachant que mine peut mettre le 6ème si nécessaire, mais 3 cartes qui correspondent au même test. C'est-à-dire qu'à un moment donné, phase d'entretien, je pioche ma carte, c'est le roi en jaune, je le mets en jeu. Alors, il occupe un emplacement de main, probablement j'ai un truc à défausser, ce qui est embêtant. Et maintenant... je dois le défausser. Phase du mythe suivant, je pioche un ennemi. Je dois combattre cet ennemi. Je ne peux pas attribuer 1 carte de compétence, je ne peux pas attribuer 2 cartes de compétence, je dois en attribuer 3. Et il faut qu'au total, j'ai 5 icônes sur ces 3 cartes, et ensuite j'attribue l'icône libre de Minty-Fan. Je vérifie quand même. On ne s'est pas spécifié là, mais je suis certain, si je me trompe, quelqu'un me le mettra en commentaire, je suis certain que les icônes libres, ça compte. Minty-Fan, elle ajoute un icône libre, mais ça marche. Donc, il faut qu'au moment du combat, j'ai dans la main 3 cartes avec soit des icônes de combat, soit des icônes libres. C'est pour ça que Minty-Fan, elle veut pas simplement avoir des cartes compétences, elle veut avoir des cartes compétences polyvalentes pour se débarrasser de sa faiblesse. Si vous faites un deck avec 2 crans, 2 dextérité, 2 maîtrise, 2 perception et 2 de courage inattendu, voilà c'est ça, et ben vous piochez le roi en jaune et dans votre main vous n'avez pas de quoi vous en débarrasser. Du coup avec Minty-Fan, je vise un maximum de compétences qui ont 2 icônes libres ou plus. Ou alors, quelque chose pareil que je dis souvent, le test qu'on peut tout le temps faire, c'est l'enquête. Vous êtes dans un lieu, il y a une valeur occulte sur le lieu, vous pouvez faire une enquête même s'il n'y a pas d'indice. Donc il faut qu'elle ait un maximum de cartes avec soit des icônes d'intelligence, soit des icônes libres. Curiosité, la version de niveau 0, non pardon, pas curiosité, déduction, de niveau 0, c'est un icône d'intelligence, c'est pas beaucoup, et l'effet de prendre un 2e indice, c'est pas super intéressant en solo.
Autre chose à noter, alors là je suis codec de niveau 0, mais il est fort probable, comme si j'améliore un petit peu mon deck, il a encore été très pourri, parce que j'ai pas assez de compétences je pense. Si j'améliore mon deck, j'aurai pas mal de compétences dans le deck, j'aurai beaucoup de cartes attribuées dans la défausse, et si j'ai beaucoup de cartes avec 2 icônes du même type, 2 icônes non libres du même type, j'envisagerai de mettre Yawtl. Si j'ai que des compétences avec des icônes libres, Yawtl marche pas dessus. Mais si j'ai beaucoup de compétences avec, par exemple curiosité, c'est un icône d'intelligence, un icône de volonté, une condition pour qu'il s'en rajoute un deuxième de chaque, voire un troisième de chaque. Alors dans la défausse, ça fera qu'un icône de chaque, mais ça justifiera Yawtl. Ça, je verrai quand j'aurai fini de mettre toutes mes compétences. Donc, Mintifan, c'est pas seulement plein de compétences, ce sont les bonnes compétences. Alors je vérifie, pack filter. Ah, évidemment, ça s'était désélectionné. Bon, ça m'agace un peu, mais tant pis. Alors je vais quand même revenir rapidement, voir s'il y en a de nouvelles. Coup étourdissant, déduction, dégourdi, dernière chance. Donc là, les compétences, j'en ai que 10. Voyons voir un peu. Curiosité, de 1 à 3 icônes d'intelligence et autant de volonté. Dextérité, 2 icônes d'agilité. Perception, 2 icônes d'intelligence. Réelle compréhension, une icône libre, sauf qu'il peut 4 icônes d'agilité. Et on a 40 cartes. Alors là déjà, je suis pas satisfait, parce que ça ne correspond pas à ce que j'avais dit juste avant. Il n'y a pas, en l'état, même si j'ai une main de 10 cartes, j'ai peu de chances d'avoir 3 compétences attribuées pour atteindre 5 icônes plus celui donné par Mintifan. Donc voyons voir, dextérité, je vais le retirer. Pour les petits tests, j'utiliserai Peter Sylvestre et des boosts génériques. Pour les gros tests, j'aurai sauf qu'il peut. Quoi d'autre? Perception. Alors, perception, ça a l'avantage quand même de remplacer la carte. Réelle compréhension, ouais. Donc, quand même, je vais mettre esprit curieux. Esprit curieux, c'est 3 icônes libres. Et est-ce que je mets courage inattendu? Je vais aussi mettre du coup, se montre à la hauteur. Courage inattendu, il se remplace pas. Je vais regarder. Ouais, là en l'état, si je veux me débarrasser du roi en jaune, il faut que je fasse un test d'intelligence ou d'agilité. Bon, on va dire que c'est bon. Revenons maintenant. Il faut retirer. J'ai 12 cartes sur 42 à retirer. Alors, assistante de laboratoire, ça me remplit ma main, c'est indispensable. Coup près, c'est du combat. Loop, de l'enquête. Mr. Rook, je vais être complètement zéro tuteur, je le retire. Peter Sylvestre, c'est celui qui me maintiendra en vie quand j'aurai volontairement diminué ma santé mentale restante. Le totem macabre aide contre le roi en jaune. Au niveau 3, il permettra de piocher pour attribuer une compétence quasiment à chaque test, je le garde. Travail de terrain, je vais en retirer un. Glyphe archaïque, alors, j'aime le principe de glyphe archaïque, sauf que voyons voir, ça occupe une main. Là, j'ai pas un personnage qui peut utiliser une bandoulière. Moi, j'aime beaucoup la bandoulière parce que je trouve que demain, c'est vite rempli. La Mintifan, elle fait du solo. Elle va avoir le couperet dans une main, la loupe dans l'autre. Si elle pioche le roi en jaune, elle doit se débarrasser de l'un des deux. Probablement la loupe, pour continuer à combattre. Donc glyphe archaïque, ça veut dire que si elle a glyphe archaïque, elle a une main occupée par une solution d'attaque, une main occupée par une solution d'enquête. Glyphe archaïque, c'est une solution d'évasion. Ça nécessite une 3e main. Elle a aussi une faiblesse qui nécessite une 4e main. Donc ça commence à faire trop. En plus, glyphe archaïque, il faut les traduire et ça coûte de l'XP. Donc je retire glyphe archaïque. Et dans la foulée, j'avais dit que pour moi les deux vont ensemble. Je vais retirer de la fiction à la réalité. Parce que je n'ai plus de secrets. Voilà. Oui, de la même façon, j'ai retiré Monsieur Rook, lui aussi utilisait des secrets. Hyper conscience, donc j'avais dit c'est pour réserver la place. Tant que j'y suis, je vais regarder le coût. Un petit calcul, 8 x 3, 24, plus 14, ça fait 38. 38 et 7, ça fait 45. 45 divisé par
45 divisé par 8, 15, 22, 26, 45 divisé par 26, ça fait moins de 2. Donc c'est pas un deck qui est cher. Les cartes qui coûtent 3, il y a quoi? Il y a le couperet, il y a Peter Sylvestre, il y a le totem macabre et il y a J'ai un plan, je crois. Encore une fois, l'hyperconscient, ça coûte des ressources à utiliser, mais ça doit être remplacé. Donc, pour être installé, j'ai besoin du couperet, de la loupe et de Peter Sylvestre. C'est un coût total de 3, 4, 5, 6, 7. Donc, premier tour, je joue le couperet, je joue la loupe, puis je gagne 2 ressources. Je dis des bêtises. Premier tour, je joue le couperet pour 3. Ensuite, je joue la loupe. Deuxième action, je fais une enquête. Troisième action, je prends un indice. Phase d'entretien, je pioche une carte, je gagne une 3e ressource. Tour suivant, je pose Peter Sylvestre. Je suis installé. Éventuellement, ce que je fais à la place, c'est première action, le couperet. Deuxième action, je prends un indice. Je pose la loupe. Et troisième action, je joue assistante de laboratoire. Et lors de la partie, j'aurais pas besoin de beaucoup dépenser. Voilà, mais je vais quand même garder élucider l'affaire, on sait jamais, c'est rapide. Oui, élucider l'affaire qui est rapide par rapport à Planck, c'est aussi la possibilité. Je suis engagé avec un ennemi qui est coriace. Ah non, je dis une bêtise parce que c'est après qu'un investigateur a découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Bon, imaginons quand même, vous êtes dans un lieu, il reste un indice. Vous faites une enquête, vous prenez une attaque d'opportunité. Bon, vous l'encaissez. Vous découvrez l'indice, vous jouez élucider l'affaire, c'est rapide, vous prenez pas d'attaque d'opportunité. Ça vous rapporte 2, 3 ressources, enfin bon, un certain nombre. Et maintenant, vous jouez j'ai un plan pour vous débarrasser de votre ennemi. Avec Planck, ça marcherait pas. Disons qu'avec Planck, ça vous coûterait... Avec Planck, vous joueriez la planque, vous prendriez l'attaque d'opportunité, vous feriez le combat, et il vous resterait toujours à trouver l'indice. Avec Planck, ça serait 3 actions, avec élucider l'affaire, c'en est 2. Donc, analgésique, ou alors l'assistante de laboratoire, elle a quoi? Ah ouais, mais pareil, elle a qu'un de santé. En gros, la question que je me pose, c'est les premières horreurs, je les mets sur Mintifan pour activer son couperet. Les horreurs suivantes, je les mets sur Peter Sylvestre. Les premiers dégâts, je vais les mettre sur les assistantes de laboratoire si j'en ai en jeu. Premier tour, je joue une assistante de laboratoire, elle se prend le premier dégât que je reçois. Vu que son premier intérêt c'est de piocher des cartes, avoir le droit de garder plein de cartes en main, c'est secondaire. Ça dépendra à quel point la partie se passe bien. Si la partie se passe bien, oui, j'aurai plein de cartes en main. Si la partie se passe mal, j'utiliserai mes compétences au fur et à mesure que je les piocherai. Donc on va tester, allez hop, on retire analgésique. Travail de terrain quand même, encore une fois, chaque fois que j'entre dans un lieu, il y a un indice, ça serait bête de s'en priver. Et au final, je crois que je vais faire sauter hyperconscience. Tant pis pour acculer, ce sera dans un autre deck. Alors, si je fais sauter hyperconscience et plus tard acculer, vous voyez, je fais un peu des allers-retours. J'aimerais bien avoir le deck dans ma tête. Pour certains decks, ça va. Si je vous fais un deck Roland Banks solo, je crois pas l'avoir déjà fait, ça va super vite parce que j'ai l'habitude, je sais ce que je veux. Là, je sais moins, du coup, il faut que je fasse des allers-retours. Donc je disais, je pense que je vais retirer les cartes improvisées qui, 1, je veux les jouer depuis ma défausse, et 2, elles n'ont pas d'icône. Mine de rien, les armes improvisées, les cartes avec le trait improvisé, elles font baisser la moyenne d'icônes par carte. Donc je vais retirer armes improvisées, faire avec les moyens du bord, je vais le retirer, et là, je suis à 31 cartes. C'est bien, il manque plus qu'une à retirer. Alors voyons voir. 13 soutiens, dont 2 qui sont obligatoires. Donc j'ai mis 11 soutiens. Tiens, c'est bizarre. 11 soutiens, 8 événements. Oui, c'est ça. 11 soutiens, 8 événements, 12 compétences. Plus d'un tiers de compétences, satisfaisant. Alors, en événement, croquis absurde pour piocher des cartes. Encore une fois, regarnir la main. Élucider l'affaire pour gagner des ressources. Raccourci pour le déplacement, j'ai un plan pour si un gros combat, persévérance pour ne pas être vaincu. Je vais retirer, je vais regarder déjà leurs icônes.
Croquis absurde, volonté plus intelligence. Élucider l'affaire, intelligence, raccourci, volonté plus agilité, j'ai un plan, intelligence plus combat. Et persévérance, c'est 2 de volonté. Alors, bon, les soutiens, quand même en avoir 2 exemplaires, c'est important. Les compétences, je vais les garder, je pense que je vais retirer 1. Choix entre retirer élucider l'affaire, croquis absurde, raccourci. Je vais retirer un raccourci. Et voilà, après 1h15 d'enregistrement, bon, j'ai été interrompu par 3 petits trucs, après 1h15 d'enregistrement, j'ai mon niveau 0. J'enregistre. Ah tiens, c'est un petit peu changer le coup des cartes. Donc 8 x 3, 24. Ça serait bien qu'ils mettent la moyenne quand même. Donc un truc m'échappe. Donc 24, 36, 38. Divisé par 8, 10, 16, 19. 36 divisé par 19. Ben ça fait toujours un peu moins de 2. Ok. Donc je vais éditer le clone. Je vais montrer la démarche dans d'autres vidéos. Je vais partir sur une base de 30 points d'expérience. Soyons optimistes. On verra si j'atteins ou pas. Encore une fois, je change les packs. Et si je ne l'ai pas dit dans les vidéos précédentes, c'est tout simplement parce que dans mon profil, il y a les packs que je possède. Je n'ai pas acheté les derniers, parce que j'ai toujours pas commencé le cercle brisé. Mais je veux faire des decks qui contiennent toutes les cartes que je pourrais éventuellement me procurer demain, si j'achetais les packs, enfin, s'ils étaient disponibles dans ma ville. Alors, classique, donc chercheur survivant neutre, tout niveau. On va trier par nom, pour voir déjà les améliorations des cartes que j'utilise. Alors, croquis absurde, de niveau 2 pour que ça ne me coûte rien. Non. La loupe de niveau 1, j'y économise une ressource et je peux la renvoyer dans ma main. Là, en l'état, hop, on remonte vite fait. En l'état, installé, j'ai un couperet dans une main, une loupe dans l'autre. Il n'y a aucun moment où je voudrais renvoyer ma loupe en main pour y mettre autre chose. Le cas très limite, c'est si mon deck, ma pioche restante est très fine, je sais que je vais piocher le roi en jaune, et je sais que quand je vais le piocher, je vais devoir le placer et défausser quelque chose. Dans ce cas-là, je pourrais me dire, je remonte ma loupe en main, comme ça quand je pioche le roi en jaune, je le joue, je m'en débarrasse puis je repose ma loupe. Mais bon, je pense pas que ça sera quelque chose qui arrivera fréquemment. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Peter Sylvestre de niveau 2, et évidemment. Essentiellement parce qu'il peut avoir en permanence 2 horreurs sur lui. Donc il donne plus de marge d'encaissement. Et le totem macabre. Et voilà, c'est bon. Et maintenant on va faire soutien. Voilà. Je me trompe toujours, le niveau. Manuscrit narcotique. Ne pas révéler de pion KO pour un test. Ça coûte 5 ressources, ça coûte 5 XP, ça occupe un emplacement de main, ce n'est utilisable que 3 fois. Et ça sert à ne pas piocher de jetons quand on fait un test. Sauf que moi, mon but, c'est justement de bien booster les tests. Je peux booster 2 tests par round. Sachant que je fais 3 actions par phase d'investigation, que sur les 3, il y aura probablement un déplacement, que de temps en temps, il y aura un test à faire en phase de mythe, que de temps en temps, on est dans un lieu, il faut faire un test. Voilà, certaines cartes de mythe font pas faire de test, mais à la fin de son tour, il faut faire un test. Je table quand même sur une moyenne de 3 tests par round. Et à 2 reprises, je booste d'un icône libre. Enfin, dans un cas d'un icône libre, dans l'autre cas d'un icône déjà présent. Le test, je pense que c'est trop cher pour dire, le 3e test, je ne pioche pas de jetons tout simplement. Fendoir vétuste, 5 ressources, 5 XP, et l'idée c'est que de base, j'ai mes plus 2 de force et mon plus 1 dégâts. Alors qu'avec le couperet, tout ce qui me suffit, c'est d'être descendu en santé mentale, et une fois que je suis descendu, j'ai Peter Sylvestre pour me maintenir en vie, et d'accepter de me prendre une horreur que je mets sur Peter Sylvestre, et de toute façon, j'en soignerai une. Donc mettons que j'ai 4 horreurs sur moi. On va prendre cet exemple-là. J'ai 4 horreurs sur moi, j'ai 3 de santé mentale restantes. Je fais une première attaque au couperet. Je m'inflige,
je subis une horreur que je mets sur Peter Sylvestre, je fais mon attaque à force plus 2, si je réussis j'inflige 2 dégâts, je refais la même chose, ce coup-ci je m'inflige l'horreur à moi, si je réussis, je retire mon horreur. Donc le Fendor Vétus ça fait quand même cher. Clédis je prends pas, Vision ésotérique, ça sert quand on veut faire plein d'enquêtes dans un lieu sur un tour. Alors attention, divulgachage, pierre ancienne. Soigner des horreurs, non. Là par contre, infliger des dégâts, automatiques donc, un ennemi dans le lieu pour quand on pioche des cartes. Alors. Le problème c'est que la pierre ancienne non, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la non traduite, non identifiée, elle coûte 1 d'expérience. Donc on l'intègre dans son deck pour le scénario 2. On l'identifie lors du scénario 2, on met l'amélioration lors du scénario 3. Et il faut piocher plein de cartes. Pour faire des dégâts automatiques. Je suis pas convaincu. On va dire non. Étrange solution, j'ai pas mis. Anakaslo, je vais pas jouer les tarots. Voilà. Studieux, alors là c'est tentant. Ça coûte 3 XP, ok, mais c'est un permanent, donc ça occupe pas d'emplacement de deck. Et vous débutez chaque partie avec une carte supplémentaire. Si j'en mets 2 exemplaires, lors de la mise en place, je pioche 7 cartes. Je fais un mulligan sélectif sur ces 7 cartes. Et je commence le jeu avec 7 cartes. Je trouve ça génial, je vais essayer d'en mettre 2. Parchemin des secrets, j'ai dit non. Nourrir l'esprit, alors ça coûte 2 à poser, c'est utilisable 3 fois. Incliner, nourrir l'esprit et dépenser un secret, effectuer un test d'intelligence 0, piocher une carte pour chaque point de réussite. Ensuite, si votre main dépasse sa taille limite, subissez une horreur pour chaque carte dans votre main en excès. Bon, ça coûte 2 à poser, ça coûte une action à poser, certes. Alors, 2 et une action, c'est le coût de croquis absurde. Croquis absurde, ça nécessite un indice dans le lieu. Là, alors je reprends ma ligne, nourrir. Voilà, nourrir l'esprit. Ça nécessite pas d'indice. Je paie 2. J'utilise une action pour le poser, puis j'utilise une deuxième action pour le faire. Éventuellement, je booste un petit peu mon test. J'ai 4 de base, j'attribue perception, je fais un test à 6 contre 0, je réussis le test, sauf si je pioche l'échec automatique. Mettons que je pioche un -3. Souvent, je prends comme exemple le -2. Disons, on va corser un petit peu, je pioche un -3. Je réussis 3. Donc, je pioche 3 cartes. Autant qu'avec Croquis Absurde. J'ai attribué... Alors, je dis perception à chaque fois, je me souviens jamais... Oui, c'est ça, perception. J'ai attribué perception, j'ai réussi mon test, du coup je pioche une carte. Et ensuite, une deuxième action, je fais la même chose. Croquis absurde, si je joue les deux, ça me coûte 2 actions, 4 ressources pour piocher au total 6 cartes. Là, si je le joue bien, si j'ai une chance relative, ça me coûte 2 ressources, ça va me coûter au total 4 actions pour piocher à chaque fois, on va dire 3 cartes. 4 cartes, voilà, 3 cartes, mettons 3 cartes, ça va faire 9 cartes en tout. Donc, je répète, 2 actions et 2 ressources pour 6 cartes, ou 4 actions et 2 ressources pour 9 cartes. Je vais mettre un nourrir l'esprit. Je vais en mettre qu'un, à la place d'un croquis absurde. On continue. Désolé pour les changements rapides de plan. Mais je scroll. Glyphe archaïque, on a dit j'en ai pas. Études supérieures, je vais pas le mettre. Parce que je gagne pas spécialement de ressources. Du coup, je veux pas utiliser des ressources pour me booster. J'ai les compétences pour ça. Charisme, classique. Carte hémisphérique. Je vais pas le mettre. J'ai déjà un accessoire. Alors, le coffre du conseil. Pour aller chercher une carte dans le deck ou dans la pile de la défausse, la jouer sans en payer le coût. Une fois par campagne, non, c'est quand même trop casse-tête. Étude sommaire, on a dit je vais pas m'embêter en permanence à poser et à récupérer des indices. Alors, boussole surnaturelle à la place d'une loupe. Inclinez la boussole surnaturelle enquêtée, votre lieu perd X de valeur occulte pour cette enquête. X est le nombre de lieux révélés connexes à votre lieu. Repartons de cette idée. En solo, on ne revient pas sur ses pas quand on en est forcé. Si vous avez un scénario linéaire, comme le train dans l'Express du comté des sexes, premier lieu, la boussole surnaturelle, elle vous fait rien.
Deuxième wagon, la boussole, elle vous fait -1. Troisième wagon, elle vous fait -1. Quatrième wagon, elle vous fait -1. Si vous retournez sur vos pas, elle vous fait -2, mais pourquoi vous êtes retourné sur vos pas? Dans un lieu linéaire où on va du point de départ au point d'arrivée, puis on fait le chemin en sens inverse, même chose, -1, -1, -1, -1, vous revenez sur vos pas, ben maintenant c'est -2, -2, -2, mais les indices, s'ils étaient importants, vous les avez pris à l'aller, il n'y en a plus. Dans un scénario, on va dire on est en Y, ben au début vous avez que des -1, vous arrivez à l'embranchement, vous prenez une branche, vous êtes toujours à -1. Vous revenez, ben maintenant vous êtes à -2, sauf que vous n'avez plus d'enquête à faire. Vous revenez au point d'embranchement, de nouveau ben vous avez -2 parce que vous avez exploré les deux branches, vous avez révélé les lieux des deux branches, mais encore une fois, normalement il n'y a plus d'indices dans le lieu. Vous empruntez la troisième branche, des -1, au retour des -2, s'il y a besoin d'un retour, mais encore une fois, vous avez tout fait à l'aller. Éventuellement, alors sans... Enfin, je veux pas divulgacher, donc je vais éviter, mais il se peut qu'il y ait des scénarios où on ait besoin de beaucoup bouger, où on ait besoin en permanence de faire des allers-retours. C'est pas qu'on a mal géré, c'est simplement que le scénario veut ça. Vous devez aller dans un lieu, puis vous devez revenir sur vos pas, là oui, ça sera utile. Mais la plupart du temps, non. Acculé, j'ai dit, je me suis débarrassé de... J'ai rien que je peux remplacer par acculé, et j'ai plus aucune carte à défausser à acculé. Yautl. Yautl est tentant, sauf qu'il ignore les icônes libres. Eh ben on va vite voir. Déjà, graphique. J'ai clairement une majorité d'icônes libres, suivi par l'intelligence, suivi à égalité par volonté et agilité, et j'ai un seul icône de force. Ça pourrait être embêtant. Icône de force qui se trouve sur... On va voir vite fait. J'arrive pas à le trouver. Persévérance, non. Croquis absurde, non. Sur j'ai un plan, qu'on ne défausse pas pour son icône. Ah oui, un truc que j'avais pas commenté, là ça me revient d'un coup. J'avais en tête qu'Esprit Analytique ça servait uniquement en multijoueur, mais non. Après avoir attribué exactement une carte à un test de compétence, incline Esprit Analytique, piocher une carte. Donc oui, Mine, elle va piocher. Elle va vraiment beaucoup piocher. Surtout avec son deck amélioré. Au passage, je suis déjà à 22 expériences. Vous attribuez pile une compétence, vous inclinez Esprit Analytique, vous piochez une carte. Donc vous faites ça qu'une fois par round. Vous utilisez Perception, vous piochez une carte. Totem Macabre, vous réussissez votre test, vous piochez une carte. Vous jouez Croquis Absurde, vous piochez 3 cartes. Vous jouez Nourrir l'Esprit, vous piochez X cartes. Et tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, désolé si c'est un peu décousu, Nourrir l'Esprit, si vous prenez des horreurs, alors il y a Peter Sylvestre pour les encaisser. Deuxièmement, ça vous amène dans les conditions d'utilisation optimale du couperet. Donc revenons à Yautl. Je disais, il y a quand même une majorité d'icônes libres, mais il y a 3 compétences pour lesquelles on a quand même encore beaucoup d'icônes du même genre. Les compétences, curiosité avec Yautl, ça m'offre +1 de volonté ou +1 d'intelligence. Esprit curieux, ça marche pas. Perception, c'est +1 d'intelligence. Réelle compréhension, ça marche pas. Sauf qu'il peut, c'est +4 en agilité. Et là, j'ai pas besoin de la condition santé mentale de 3 ou moins. Et se montrer à la hauteur, ça marche pas. Donc sur les 6 compétences différentes, il y en a 1, 2, 3 qui marchent, 2 qui vont marcher de façon régulière, une pour un +2, l'autre pour un +4, sachant que le +4 c'est le dernier recours, j'aurais pas envie de l'utiliser très souvent, et normalement j'utilise sauf qu'il peut pour faire une évasion. Alors si je rate, il faut toujours que je fasse mon évasion, si je réussis, ça y est, je me suis évadé, je sors de sorte à plus avoir à m'évader. Donc je ne vais pas prendre Yautl. La mort, je prends pas. Théorie scientifique, je prends pas. Pierre ancienne, on a dit, je prends pas. La loupe, j'en vois pas l'intérêt. Extincteur, j'ai pas les slots. Essayer, réessayer, non. Je réussis du premier coup. Esprit guide, non. Ah voilà, je prends un éclaireur à la place d'un raccourci. Le temps que je le retrouve. Voilà. Alors, courageux, c'est quoi ça déjà? Non. 5 de denier, non. Bien informé, non. Encore une fois, les lieux déjà révélés, j'en suis sorti pour une raison. Au pire,
J'en suis sorti parce qu'un ennemi trop puissant pour moi, bon bah c'est un indice que je récupérerai pas. Je perds un point d'expérience, vaut mieux ça que perdre le scénario. Enfin, qu'être vaincu lors du scénario. Atlas ésotérique. S'occuper en emplacement de main. As de bâton, non. Akina. Elle coûte 5, c'est cher. Ah oui, ça c'est celle de niveau 1, j'ai dû passer devant celle de niveau supérieur sans m'en rendre compte. Ou alors j'y ai pas le droit. Parce qu'Akina, oui c'est ça, l'autre elle est niveau 3. Celle de niveau 3 elle est intéressante pour un tank. Whisky du Tennessee, on avait dit non. Vieux grimoire, on a déjà dit que je ne fais pas de tutorat. Ah, souris de merde. Vieux grimoire, travail de terrain, totem macabre, non. Oui voilà, donc là on est revenu aux cartes de niveau 0. Et je me suis pas trompé, je suis toujours à 30 cartes. Permanent, j'en ai 3, j'ai un charisme, 2 fois studieux, j'ai 2 types d'alliés, donc c'est bon. Événement. Retourner chaque pierre, non. Même si c'est sur tout le deck, je tutore pas. Discerner l'impensable, c'est quoi déjà? Oh, ça c'est intéressant. Mélangez dans votre deck n'importe quel nombre de cartes non faiblesse de votre main, piochez des cartes jusqu'à atteindre votre taille de main maximum, retirez, discerner l'impensable de la partie. Ah oui, petit aparté, ça fait des mois et des mois depuis que je fais ces vidéos que je me dis qu'il faudrait qu'à chaque vidéo, je prenne le temps de noter toutes les coquilles de la VF d'ArkhamDB, et je suis dans ma vidéo, j'y pense pas, et une fois que j'ai fini ma vidéo, comme ça me prend un certain temps, je fais autre chose, puis ensuite je m'occupe du montage, ça me prend encore plus de temps, et j'ai plus envie de me soucier d'ArkhamDB jusqu'à la prochaine fois où je l'utilise pour moi ou pour une vidéo. Donc, discerner l'impensable, vous payez 1, vous mélangez dans votre deck n'importe quel nombre de cartes non faiblesse de votre main qui ne vous intéresse pas, sachant que dans votre main, vous avez rarement des faiblesses. Il y en a quelques-unes. Encore une fois, je ne vais pas divulgacher, mais beaucoup de faiblesses, vous les piochez, vous les mettez en jeu. Donc, Minty-Fan, elle a commencé la partie avec 7 cartes en main. Elle a fait son mulligan, elle s'est installée. Elle a en jeu une assistante de laboratoire. Ce qui fait qu'elle a elle a une taille de main limite de 10. Malgré ses pioches, elle a utilisé toutes ses compétences. Dans la main, elle a plus que des compétences qui lui servent pour des bonus d'intelligence, et là, c'est la fin du scénario, il lui faut du combat ou de l'évasion. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle paye 1. Elle joue discerner l'impensable, elle défausse toute sa main. Elle mélange tout ce qui lui reste dans la main dans son deck, et ensuite elle pioche jusqu'à avoir 10 cartes en main. Elle retire discerner l'impensable de la partie, on s'en fout, ça sert une fois par partie, mais 10 cartes en main. Encore une fois, Minty-Fan, elle est... Mince, déjà 18h. Encore une fois, Minty-Fan, elle est basée sur l'idée qu'elle doit avoir en main la solution à chaque problème. Et bien là, ça regarnit sa main de solution. Alors, évidemment, pour ce genre de cartes, ça va falloir considérer quand est-ce qu'on le fait. Ah oui, j'ai pas dit, sur la carte, il y a 3 icônes d'intelligence, ce qui est loin d'être négligeable. Vous avez dans votre main beaucoup de bonnes cartes, que vous voulez garder. Ça ne vous fera pas piocher beaucoup de cartes. Donc c'est pas le bon moment. Vous êtes en début de partie, mais vous avez déjà vidé votre main. Vous ne savez pas ce qui vous reste dans votre deck, c'est pas un moment idéal. Vous n'avez pioché aucune faiblesse. Donc vos faiblesses sont encore dans votre deck. Vous devez vous dire, si j'utilise cette carte maintenant, que je mélange toutes les cartes en main dans mon deck, que je pioche 10 cartes, sachant qu'après avoir mélangé les cartes dans mon deck, il y aura 12 cartes, je vais en piocher 10 sur 12, dans mon deck actuellement, il y a très exactement 2 faiblesses et 10 non-faiblesses. C'est quand même très très probable que je pioche au moins une faiblesse. Est-ce qu'actuellement ça me gênerait? Alors, le roi en jaune, maintenant que votre main est pleine de cartes, normalement vous vous en débarrassez vite. Par contre, votre autre faiblesse, faut voir. Si votre autre faiblesse c'est amnésie, qui de mémoire dit défausser toutes les cartes de votre main sauf une, c'est con. Justement, pour amnésie, cette carte-là est très bien. Parce que vous piochez amnésie, vous défaussez tout, vous gardez discerner l'impensable, vous le jouez et maintenant vous regarnissez votre main. Moi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je sais pas, je trouve ça plus, quelque part plus fluff. Quand je fais mon deck, je ne sais pas quelle faiblesse j'ai.
Je prends ma faiblesse de base au hasard, je la garde face cachée. Évidemment, je mets recto verso endetté vu que c'est impermanent, comme ça, si je pioche endetté, je suis au courant. Mais si c'est n'importe quoi d'autre, c'est mélangé dans mon deck, je ne vérifie pas et je me rends compte de la faiblesse que j'ai au moment où je la vois. Soit quand je la pioche, soit quand ça apparaît dans ma main de départ et que je remplace, soit quand j'ai un effet chercher dans votre deck puis remélanger. Là, je cherche dans mon deck, je vois la carte, puis je remélange mon deck. Alors, discerner l'impensable. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'appeler ça discerner l'indiscernable. Discerner l'impensable, c'est peut-être pas un truc que vous aurez en début de campagne. Encore que, ça se discute. Si vous l'avez tard dans la campagne, vous connaissez votre faiblesse. Mais si vous avez 5 points d'expérience lors du premier scénario et que vous dites objectif numéro 1, avoir toujours une main pleine de cartes, cette carte-là sert bien, eh bien il est possible que la première fois que vous jouerez discerner l'impensable, vous ne connaissiez pas votre faiblesse. Dans ce cas-là, vous devez pareil avoir ça en considération. Une faiblesse qui vous fait défausser votre main, elle annihile l'effet de cette carte-là. Une faiblesse qui dirait, alors je sais pas s'il y a ça dans les faiblesses de base, mais une faiblesse qui dirait les cartes dans votre main vous coûtent plus cher, ben ça vous embête. Ah, alors je pense pas que ça soit du divulgachage, les faiblesses de base, parce que vous ouvrez votre boîte, vous les voyez. La plupart du temps, je pense pas que beaucoup de joueurs se réservent la surprise pour quand ils constituent leur deck. Et si vous voulez garder la surprise pour la partie, vous faites comme moi, vous piochez face cachée et vous vous rendez compte lors de la partie. Donc dans la boîte Le Cercle Brisé, il y a la faiblesse La Tour qui dit que vous ne pouvez plus attribuer de cartes compétences à vos tests. Ça, c'est une faiblesse horrible pour Mintifan. Donc c'est vraiment la faiblesse qui fait réfléchir à 2 fois avant de jouer discerner l'impensable. Bon, je pense que je me suis assez étendu sur cette carte-là. Bref, tout ça pour dire, je la mets. Je la mets à la place d'un autre. À la place du deuxième que je retrouve. Croquis absurde, pourquoi je le vois? Voilà, il est là. Au passage, Croquis absurde me coûtait 2 pour 3 cartes. Évidemment, au niveau 2 ou 3, c'était 0 pour 3 cartes. Mais là, discerner l'impensable, c'est seulement une ressource. Et si je le joue bien, déjà, mon nombre de cartes en main augmente de plus de 3. Et ensuite, je remplace les inutiles. Donc par exemple, je vais passer de 3 cartes inutiles en main à 8, dont plus de 3 utiles. Désolé pour les bruits de bouteilles, c'est que je bois beaucoup de thé quand je parle. Alors là, je suis à 28 expériences. Et donc, il va être temps d'arrêter de rajouter les cartes. Comme j'ai fait le tri par nom, je sais déjà qu'il n'y a aucune compétence améliorée des compétences que j'ai sélectionnées. Donc les seules cartes expérience qui me restent à considérer sont des événements. On approche de la fin. Décrypter la réalité, un indice de chaque lieu révélé en jeu. Alors, plus exactement, vous faites une enquête dans votre lieu qui est égale à la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu. Donc c'est une enquête. Si cette enquête est réussie, vous trouvez un indice dans votre lieu, et ensuite, vous découvrez un indice de chaque lieu révélé en jeu. Je répète encore une fois, en solo, si on a besoin de l'indice d'un lieu, on ne quitte pas le lieu tant qu'on n'a pas l'indice. Si on a quitté le lieu, soit il n'y a plus d'indice, soit on n'avait pas besoin de l'indice, et dans des cas qu'on espère les plus rares possibles, on voulait l'indice, mais un ennemi a forcé à fuir. Donc je ne le prends pas. En 3-4 investigateurs, je me précipite sur cette carte. Et encore une fois, 3 investigateurs, éventuellement il y a un combattant qui reste en protection du chercheur, mais il y a au moins 2 groupes qui se forment pour explorer, voire 3. Donc quand vous le jouez, il y a plein de lieux révélés. Recherche mystérieuse, je prends pas. Révéler le point faible, je prends pas. Planque, je prends pas. Mémoire eidétique, c'est génial. Ça copie un événement perspicacité et j'en ai un. J'ai un plan. Discerner l'impensable quand je l'ai joué, il quitte la partie. Élucider l'affaire, j'ai pas besoin de beaucoup de sous dans la partie. Et persévérance, ça marche pas. Du coup, j'ai une seule carte à copier. Non, on passe. Instant de répit, soigner 3 horreurs et piocher une carte. Moi, je compte sur Peter Sylvestre. Barricade, je me barricade pas, j'avance. Ah, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Une carte dont j'ai parlé récemment. Ça doit être dans un des derniers packs. Non, le précédent. Oui.
dans les griffes du chaos. Alors j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, mais au moment où j'enregistre, je crois qu'elle n'est pas encore en ligne. Épouvantable révélation, je vous la fais courte. Vous récupérez 3 indices, en solo, vous les mettez sur un autre lieu, et vous êtes vaincu. Et ben, ça éventuellement, c'est si je sais que je ne peux pas avoir une bonne résolution, mais que je peux encore grappiller un point d'expérience. J'échange un point d'expérience, ou 2, si c'est un lieu qui vaut 2 points d'expérience, contre un trauma. Et ben, j'ai oublié, mais ça, je veux le mettre dans mon deck de niveau 0. Donc je vais changer ça. Évidemment, il faut que je resélectionne tout, c'est pénible. Donc c'est dans les griffes du chaos. Voilà. Événement. Comment ça s'appelle déjà? Épouvantable révélation. Ah, il faut que j'en mette un. Et du coup, j'ai de nouveau une carte à retirer. Une carte à retirer. Étant donné que je pioche beaucoup, j'aurais pas besoin de faire beaucoup d'actions piocher une carte. Mon élucider l'affaire, si je joue au bon moment, il peut me rapporter beaucoup de ressources. Du coup, je vais retirer un élucider l'affaire. Tant pis. J'applique la même modification là. Là, élucider l'affaire. J'en retire un. Et je rajoute un épouvantable révélation. 30 cartes, c'est bon. Donc je remonte où j'en étais. Oui, j'en étais à mémoire eidétique. Instant de répit, barricade, rencontre fortuite. Ça risque d'être un peu décousu, je pense que j'ai perdu le fil de ma pensée. Planquenant, piège à coller, oups, leurre, envers et contre tout, de justesse, croquis absurde, chanceux. Chance ou fatalité, c'est quoi déjà ça? Ah oui. Annuler de la fatalité. Je pense pas avoir la place. Chance de pendu, non. Révéler le point faible, non. Leurre, fusée de détresse. Éprouver sa détermination. Annuler l'effet révélation uniquement, non. Voilà. Maintenant, voyons voir, j'ai un plan. Est-ce que je peux le remplacer par mieux? Il n'y a pas mieux avec expérience. Une carte chercheur qui attaque. Je rouvre la fenêtre et il pleut de nouveau, c'est chiant. Une carte chercheur qui attaque à l'intelligence et qui fait de 1 à 3 dégâts, il n'y a pas mieux. Élucider l'affaire, non. Il n'y a pas mieux pour trouver des ressources. Épouvantable révélation, non. Je garde. Et persévérance. Persévérance, je pourrais éventuellement le remplacer par une chance de pendu. Sauf qu'une chance de pendu, il faut le bannir. Donc déjà, quand c'est dans ma défausse, j'ai pas la possibilité de le repiocher. Parce que ce deck-là, je compte bien faire au moins une fois le tour de mon deck. Et donc, il y a des cartes qui vont être dans ma défausse que j'espère repiocher pour les réutiliser. Ou pour les utiliser si j'ai pas eu l'occasion de les utiliser avant de les défausser. Donc une chance de pendu, ça m'intéresse pas. Et on va mettre le point final au deck, qui du coup fait 28 XP. C'est bon, j'ai pris en compte tous les packs. Alors on résume. Voilà, je pense que le cadrage est bon. On résume. Je veux combattre. Eh ben, je combats au coup près. J'ai un petit rat, je l'attaque au coup près. J'ai un ennemi à 2 PV. Enfin, soit un ennemi à 2 PV, soit un ennemi qui a un peu plus de force. Que je dise pas de bêtises, non. Voilà, j'ai un ennemi qui a 2 PV. Eh ben, je subis une horreur que je mets sur mine ou que je mets sur Peter Sylvestre, selon le moment de la partie, pour pouvoir infliger 2 dégâts. L'ennemi a 3 PV, une attaque qui inflige 2, une attaque qui inflige 1, et si j'ai pris beaucoup d'horreur, j'en soigne une, sachant que j'essaie d'être toujours à 3 santé mentale restantes. L'idée, voilà, il y a une sorte d'équilibre. 3 santé mentale, Peter Sylvestre qui peut encore encaisser une horreur, et idéalement persévérance en main. À part ça, j'ai Peter Sylvestre pour m'aider à échapper, si nécessaire. J'ai sauf qu'il peut si vraiment faut que je m'échappe. Si je dois combattre, j'ai ce montre à la hauteur. Un ennemi qui a une force de 4, c'est 2 au-dessus de ma force de base. Je joue ce montre à la hauteur. Mettons, j'attaque au coup près. Le coup près me donne plus 1. Je joue ce montre à la hauteur, ça me donne plus 3. Je suis à 6 contre 4. Je peux booster avec la capacité de mine. Je peux booster avec le totem macabre. Je peux attribuer une autre compétence. Si c'est un ennemi que je devais générer dans un lieu précis et que je viens d'entrer dans le lieu
Pour peu qu'il y ait un indice dans le lieu, eh ben, j'active travail de terrain, je suis à 8 contre 4. Voilà. Le combat, ça va. Et encore une fois, j'ai toujours les assistantes de laboratoire pour encaisser le premier dégât. Oui, donc j'ai un gros ennemi, par exemple l'ennemi de fin de scénario. Eh ben, je joue, j'ai un plan. Donc quand même, quand je dis en solo, va falloir que je trace la route, je vais quand même essayer de récupérer un peu plus d'indices que nécessaire avec l'idée que les indices que je dépense pas pour l'acte, c'est de la puissance en plus pour quand je joue, j'ai un plan. Voilà. Ça, c'est pour le combat. Si je combats pas et que je m'évade, je l'ai déjà dit, j'ai Peter Sylvestre, j'ai Sauve qui peut, mais j'ai aussi Esprit Curieux, qui est polyvalent. J'ai aussi Se montrer à la hauteur, qui va me servir à booster soit l'attaque, soit l'évasion. Je veux enquêter. Alors j'ai déjà 4 d'intelligence de base. J'ai une loupe en jeu, normalement. Donc ça me fait 5 pour enquêter. Je vais bénéficier de curiosité, d'esprit curieux, de perception. Voilà. Si éventuellement c'est un lieu à valeur occulte très élevée, 6, je peux utiliser Se montrer à la hauteur. 4 de base. J'ai loupe, ça me fait 5. Je joue Se montrer à la hauteur, je suis à 8. Je rajoute un icône libre, je suis à 9 contre 6. Quoi d'autre? Le déplacement, j'ai un éclaireur. Ah oui, j'ai oublié dans l'enquête, j'ai réelle compréhension. J'ai une carte scénario. Pardon. Oui, c'est ça, une carte scénario qui me demande de faire un test de compétences. Que j'essaie de trouver un bon exemple. Je joue la civilisation oubliée. Je fais une exploration. Je réussis mon exploration. J'entre dans le lieu. Je le révèle. Je mets un indice dessus. Je mets ma carte d'investigateur. Enfin, la mini-carte qui représente l'investigateur dans le lieu. Je vois. Quand vous entrez dans le lieu, faites un test d'agilité 4 ou subissez 2 dégâts. 2 de base. Peter Sylvestre, il me rajoute 3. Réelle compréhension, ça me fait 4. Je rajoute un icône libre, je suis à 5. Non, c'est un peu limite. Non, donc je rajoute pas d'icône libre, par contre je joue Se montrer à la hauteur. Je suis à 7 contre 4. Ça va. Je fais le test, je le réussis. On espère, mais si je le réussis, eh ben voilà, j'ai récupéré dans la foulée l'indice de mon lieu. J'ai utilisé une action d'exploration, ça m'a fait faire l'exploration, et le test forcé, qui donc me demande pas d'action, me fait trouver l'indice du lieu. Bon, l'économie. Alors là, en solo, moi, je joue pas Milan Christopher. J'ai un exemplaire d'élucider l'affaire. C'est peu, mais on va regarder la charte de coût. Là, c'est amusant, c'est un peu une tronche d'exponentielle. On est sur du 9 x 3, 27, plus 10, 37, 40. 40 divisé par 9, 14, 17, 19. Bon, on va arrondir. 40 divisé par 20, ça fait 2. Les cartes coûtent en moyenne 2. Enfin, je fais la moyenne des cartes. En fait, je pourrais peut-être plutôt faire le coût de ce que je veux en jeu. Concrètement, en jeu, je veux quoi? Je veux le couperet, qui me coûte... Je vais y arriver. Le couperet qui me coûte 3. Je veux la loupe qui me coûte 1, ça fait 4. Je veux le totem macabre, ça me fait 7. Je veux esprit analytique, ça me fait 10. Et éclaireur qui me fait 3, ça me fait 13. Et je sais plus si j'ai compté travail de terrain. 15. Sachant que pour poser tout ça, il doit falloir, je dirais à la louche, 5 actions. Donc tout ça, je le pose sur 3-4 tours. Voilà, mettons 4 tours. Je commence avec 5 ressources. J'ai 3 phases d'entretien, ça me fait 8 ressources. Il me manque plus que 7 ressources. Je fais un élucider l'affaire qui m'en rapporte, mettons 4, et je fais quelques actions, gagne une ressource. Voilà. Ah oui, parce que parmi les cartes chères, il y a J'ai un plan, c'est quand même une carte de fin de partie. Persévérance, ça coûte 2, c'est pour ne pas être vaincu. Ouais. Bon, c'est vrai que j'aimerais bien avoir une carte qui me donne des ressources en plus, mais ça devrait être bon. La pioche de cartes, alors là, j'en manque pas. Déjà, la capacité de Mintifan, je pioche un signe des anciens, je récupère la compétence que j'avais attribuée dans ma main. Donc, alors c'est pas comme si je piochais son remplacement, c'est pas comme si je piochais une carte en remplacement, mais ça me fait une carte de plus en main que si je l'avais pas récupérée. J'ai
discerner l'impensable, qui me permet de... Alors déjà, je commence avec 2 studieux, donc je commence avec 7 cartes en main. Et moi, ce que je trouve très fort avec studieux, encore une fois, c'est que j'ai 7 cartes quand je me mets en place, et je fais un mulligan, j'ai toujours mes 7 cartes. Moi, j'ai un très vague souvenir de l'époque où je jouais à Magic, la première fois que j'ai entendu parler mulligan. Alors, je sais pas si la règle a changé depuis ou pas, ou si on m'avait mal expliqué, mais à l'époque de mémoire, mulligan, c'est tu piochais tes 7 cartes, t'étais pas content, tu remélangeais, mais t'en repiochais que 6. Là, je commence, j'ai 7 cartes, je suis pas content, j'en remplace de 1 à 7, et j'en ai de nouveau 7. C'est-à-dire qu'à l'issue du mulligan, potentiellement, j'ai passé en revue 14 des 30 cartes, la moitié du deck. C'est génial. Avec esprit analytique, 1 fois par round, je peux piocher une carte. Avec totem macabre, 1 fois par round, je peux piocher une carte. Avec discerner l'impensable, 1 fois par partie, je peux regarnir ma main. Et avec nourrir l'esprit, 3 fois dans la partie, je peux bien remplir ma main. Éventuellement, j'hésite pas. Si j'ai aucune menace immédiate, je vais... que je regarde bien. Imaginons, première action du tour, j'entre dans un lieu. J'ai de la chance, valeur occulte 2, il y a un indice. Eh ben, je booste pas le test. J'ai 5, valeur occulte 2, un indice. Je fais mon test à 5 contre 2, je récupère l'indice. 3e et dernière action, je fais nourrir l'esprit. Je joue esprit curieux. Donc 4 de base, esprit curieux, ça me fait passer à 7. J'utilise la capacité de mine. Donc je suis maintenant à 8. J'utilise la capacité de totem macabre. Je suis à 9. 9 contre 0. Alors je peux piocher un -3, je peux piocher un -4. Je sais pas ce qu'il en est dans le cercle brisé, mais dans comment ça s'appelle, la civilisation oubliée, en niveau standard, dès le début de la campagne, il y a un -5. Éventuellement je peux piocher un -5. Ça me fait quand même 4, 5, éventuellement même de façon assez régulière, 6 cartes que je pioche. Et ensuite j'utilise esprit analytique. Je dis, j'ai attribué une seule carte. Est-ce qu'il faut que je réussisse le test? Non, même pas. Eh ben, je repioche une carte, donc je disais, je finis avec en main 5, j'avais dit je pioche 4, 5, 6, plus une, donc j'ai 5, 6, voire 7 cartes en main. Alors, j'ai 2 curiosités, peut-être que je n'utiliserai pas les 2 curiosités pour regarnir ma main comme ça, mais nourrir l'esprit plus discerner l'impensable, je pense que dans la partie, 2 fois, je remets 6 cartes en main. Donc vraiment la pioche, là c'est de loin ce qui marche le mieux. Voilà. Donc moi je suis assez content de ça. Je suis assez content de ce deck là. Je dis pas qu'il est génial. Je dis pas que ça doit être un régal à jouer. Moi je reste quand même persuadé que ce qui me convient le mieux, à moi, ce qui me plaît le plus, c'est le duo. Chacun son rôle. Tiens, on va changer d'exemple. Zoé Samaras, elle tue tout à la machette. Ou au couperet, tiens, Zoé Samaras avec un couperet, l'idée amusante, vu que c'est une cuisinière. Enfin, ou Rex Murphy, tiens, encore une fois, changeons d'exemple. Voilà. Zoé Samaras, elle ouvre le passage à coups de machette. Rex, il trouve tous les indices. Dans le deck de Zoé, aucune carte, allez, disons une lampe torche et 2 preuves pour trouver des indices. Dans le deck de Rex Murphy, mettons 1 j'ai un plan et 2 Mind over Matter, je sais jamais comment ça s'appelle. Esprit quelque chose. Le pouvoir de l'esprit, voilà. Donc, chacun est spécialisé dans un domaine, chacun des deux a 3 cartes pour aider l'autre, et c'est tout, hyper spécialisé. Pas à composer, pas de « ouais, je vais me débrouiller, éventuellement ça me prendra 3 tests, si l'ennemi est trop fort, je fuis », non, du bourrinage. Que ça soit du bourrinage de combat ou du bourrinage d'enquête. Mais, pour du solo, je pense que c'est un genre de deck que j'apprécierais de jouer. Encore une fois, alors j'aime pas m'étendre sur ma vie privée, mais je pense pas dans les prochaines semaines avoir l'occasion de jouer à Horror Arkham. Actuellement je fais du stock d'enregistrement audio, d'enregistrement vidéo. Et dans les prochaines semaines, si je peux pas jouer, si je peux pas non plus tourner, je vais faire du montage, je vais préparer
des écrans pour rendre mes vidéos plus attrayantes, plus détaillées, des écrans de texte, des explications. Je pense que je vais me faire aussi un tableur Excel. Alors déjà, je vais retrouver des cours de statistiques, les combinaisons, sachant qu'il y a 3 crânes, voilà, répondre à des questions du genre, sachant que dans un sac, il y a 15 jetons du chaos, qu'il y a 3 crânes, si je pioche 2 jetons dans le sac, combien j'ai de chances de piocher au moins un crâne? Ce truc-là, mine de rien, c'est intéressant dans Horror Arkham, si vraiment on veut creuser, calculer les probabilités, mieux que du « ouais, on est à peu près à temps ». Voilà, ça m'intéresse, donc je vais travailler là-dessus. Et dans quelques semaines, vous verrez cette vidéo. Pendant ma pause de jeu et d'enregistrement, j'essaierai aussi de mettre au point un calendrier. Je pense que je vais essayer de trouver un rythme hebdomadaire. Une vidéo par semaine, mais selon un cycle mensuel. C'est-à-dire qu'il sera à peu près un pack par mois. J'ai pas fait des vidéos sur tous les packs. Donc je pense que je serai sur une logique de, sur 4 semaines, une vidéo sur un pack, une vidéo sur un deck, une vidéo sur, je sais pas, peut-être plutôt technique, peut-être une vidéo sur une combo, une vidéo sur une carte, une vidéo d'analyse d'un point précis, pas uniquement d'un deck. Et la 4e vidéo, ça dépendra de ce que j'ai en plus sous la main à ce moment-là. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Pour ce deck-là, oui. Donc pour ce deck-là, si vous avez des commentaires, si vous avez des retours à faire sur Mintyfan en solo, qui, malgré la nécessité de combattre, est quand même toujours beaucoup plus chercheur, alors que comme je le disais, avec les cartes survivantes, elle peut jouer l'atténuation des problèmes, mais moi j'ai voulu la jouer gagnante, non pas perdante. Si vous avez des remarques sur ce deck, si vous avez d'autres remarques sur Mintyfan de façon générale, sur le solo, les chercheurs en solo, enfin bref, quelque chose qui approche du sujet, n'hésitez pas à laisser des commentaires. D'ailleurs, je dis n'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube ou sur le forum non officiel, ou éventuellement sur Twitter. Tiens, je vais mettre à la fin dans le générique, dans l'écran de fin, je vais mettre mes contacts, ce sera plus simple. Ce sera plus simple pour me joindre, pour me laisser des remarques. Et voilà, alors, on est le 17 août, cette vidéo-là, je sais pas si vous la verrez avant septembre. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.